Our last speaker is Dr. Sarah Bowen. She's a research and evaluation consultant who is a recognized expert in the field of language barriers in health settings. Dr. Bowen was previously associate professor at the School of Public Health at the University of Alberta and founding director of the Research and Evaluation Unit at the Winnipeg Regional Health Authority. Much of her research has focused on access and quality of care for underserved populations and effective strategies for promoting action on issues of low awareness within the healthcare system. She is the author of several research syntheses on the impact of language barriers, as well as practical resources for managers and practitioners. So prior to the conference, I had also a fascinating exchange with Dr. Bowen, and very happy that she accepted to present on access, quality, safety, equity, evidence of impact of language barriers on health and healthcare. So welcome, Dr. Bowen. Thank you. Bonjour à tous et à toutes. Before I begin, I'd like to acknowledge that I'm speaking to you today from the beautiful Annapolis Valley, the Mi'kmaq, the traditional, ancestral, and unceded territory of the Mi'kmaq people. And this event has really been a wonderful opportunity to reflect on the wealth that comes from the diversity of languages and cultures that we have across the country. Merci au comité organisateur. Thank you to the organizing committee cet événement. for allowing me to participate in this event. J'aimerais bien être I'd very much like to be perfectly bilingual, but it is not the case. En anglais pour and I'll have to keep going in English. So what the purpose of my presentation today is really to summarize the current state of knowledge of the impact of language barriers on within healthcare. I'm not going to speak about specific research projects. We've had some excellent presentations already today on that, because my work has really focused on analyzing and synthesizing the international research, limited to that's in English, to pull out, like in the Canadian context, what can we learn? What can we be confident on what we know about language barriers? And this review I've done really looking at what I call all 4 minority language constituencies in Canada. So official language speakers in minority situations, speakers of so-called immigrant languages, speakers of Indigenous languages, and users of sign and visual languages. And what is indicated by the research is that the impacts of language barriers tend to be similar across all of those constituencies. Now, the context, of course, is very different. How people would like a response may be very different, but the barriers are the same. And picking up on the previous speaker, the culture is so important. And culture, not just in terms of ethnic culture, but we're looking at, the culture created by structural inequities, the culture of socioeconomic status, all of these kinds of cultures really affect health as well. But where my focus has been is to identify where is the evidence on language access as an independent factor in terms of health and healthcare access. And I want to also acknowledge that I do wear a few different hats. I am a researcher focusing on syntheses, as I mentioned before, but also with a very
practical knowledge to action focus. And I have also been involved as a manager within the health system and in developing language access programs. So I've created, I was only realized how long ago it had been a few weeks ago, more than 20 years ago, the first of these summaries that I did. This one was for Health Canada. And I have done some since. Some of them are publicly available. And also then moving into more of the question, well, given that we understand these are the impacts, what do we do about it? How do we get from here to there? Et dans cet article, c'est ce que j'ai appelé, donc, pour tous les gens qui, les communautés linguistiques, dans ceux qui parlent, les minorités linguistiques, les immigrants, les autochtones et puis le langage des signes. Et ce que la recherche indique, c'est que l'impact des obstacles linguistiques semble être semblable à travers tous ces groupes. Et le contexte, bien sûr, diffère énormément. Ce que les aimerait avoir comme réaction peut-être diffère, mais les obstacles sont semblables. Et si je reviens sur ce qu'a dit le dernier conférencier, la culture, vraiment, c'est fondamental. Et pas seulement en termes d'ethnie, mais en termes de la culture créée par les équités, les statuts socio-économiques. Tous ces facteurs-là ont un impact sur la santé également. Mais moi, sur quoi j'insiste, c'est l'identification de la preuve sur l'accès linguistique comme étant un facteur indépendant en termes de santé et d'accès aux services de santé. Je veux également reconnaître que je porte différents chapeaux. Je suis chercheuse à faire des synthèses, mais également avec j'insiste sur la connaissance jusqu'à l'action et je suis également impliquée à titre de directrice dans le système à élaborer des programmes linguistiques. Donc, pour commencer, je viens de réaliser jusqu'à quel point ça fait combien de temps ça fait, mais ça fait plus de 20 ans. Le premier de ces résumés qui était pour Santé Canada, j'en ai fait d'autres qui sont disponibles au public pour certains et également, étant donné qu'on comprend que ce sont les impacts, que fait-on à ce sujet? Comment est-ce qu'on donne à l'autre? Donc, je ne vais pas vous donner toutes les références et les trouvailles des différentes études. Ma dernière diapo a un nombre de ressources où, pas toutes, mais plusieurs d'excellentes études de recherche qui ont eu lieu par le passé ont été utilisées pour mener à ces conclusions. Donc, je vais résumer ça. Et puis, j'aimerais insister un peu plus parce que de quoi est-ce qu'on parle, mais de l'impact. Qu'est-ce qu'on apprend de ce qui ressort des impacts sur les obstacles linguistiques dans un temps de COVID et l'accès aux services de santé pendant le COVID. Et donc, il y a tout ça, ça a été étudié, ça a été trouvé, et ce n'est pas ce qu'on appelle les services formels seulement, mais dont l'accès initial, de là jusqu'aux soins de fin de vie. Donc, en termes d'accès initial, ça, c'était étudié de façon le plus précoce. Et c'est de la preuve très forte et constante de tout pays. Tous les services de santé ont eu donc des
problème d'accès. C'est pas juste est-ce que je peux arriver au médecin. Non, c'est ce que vous apprenez parce que vous écoutez la télé, etc. Et donc, ça, c'est fort important, surtout en temps de pandémie, parce que souvent, ce dont on a besoin, ça se passe par l'environnement ambiant qu'on appelle la promotion de la santé, la prévention, le dépistage de cancer, l'immunisation, si vous recevez des soins recommandés. Et je vais parler en détail parce que Dr. Ryder a vraiment fait un bon résumé de la chose, mais les défis précis quant aux services, par exemple la santé mentale. Et ce que la preuve suggère, c'est que les plus grands impacts sont sur les soins préventifs et primaires, ce qui est requis donc pour avoir une évaluation verbale. Donc, si je me casse la jambe dans un pays où je ne parle pas la langue et je suis arrivée à l'urgence, eh bien, j'ai des défis. On pense que j'ai un épisode de santé mentale quelconque. Et il y a donc des obstacles à l'accès initial, mais également au sein de la rencontre initiale. Et peut-être qu'il y a des différences en soins psychosociaux en raison de la communication. Mais ce que ça suggère également, c'est que ça a également un impact sur les soins techniques. Une fois qu'on a un diagnostic, ben, il faut voir le traitement qui sera recommandé qui peut différer et certains des traitements, les meilleurs traitements pourraient être compliqués. Ben, peut-être les gens passent par-dessus puis ils ne veulent pas recevoir tant d'explications. Dans ma vie précédente, j'ai fait beaucoup de cette santé en termes de contraception, puis que vous mettez un dispositif intra-utérin ou autre, bon, ça aboutit que finalement, on avait des traitements vraiment très différents. Et encore là, on a déjà entendu parler des défis précis quant à la santé mentale et préventif également. C'est un secteur où il y a beaucoup de difficultés au niveau des obstacles. Et puis, on arrive à la question de qualité de soins. Donc, il y a des différences, peut-être dans l'accès, mais est-ce que ça a un impact sur la qualité des soins que les gens peuvent recevoir s'il y a un obstacle linguistique? Eh bien, c'est important de reconnaître que dans la littérature sur la sécurité des patients, le mot de qualité réfère à la preuve que le soin est adéquat. Et si vous allez à la littérature d'obstacles linguistiques, c'est différent. Ça devient un soin équitable pour une personne qui ne parle pas la première langue, est-ce qu'elle reçoit le même soin que quelqu'un qui parle couramment les deux langues? Donc, il y a une petite distinction, comme on y songe. Et bien sûr, s'il y a des défis dans les évaluations des patients, ça se montre bien sûr dans la gestion des maladies chroniques, par exemple de l'asthme, où on utilise l'intubation comme un indicateur de risque de décès, ce qui est donc maintenant des différences énormes. Et ça va jusqu'à la gestion de la douleur, des symptômes et des soins pour les aînés. Et avec tous ces obstacles, je pense qu'on pourrait s'attendre qu'il pourrait y avoir des défis à avoir un consentement avisé. Et s'il n'y a pas un bon système pour réagir à l'obstacle linguistique, au Canada, il y a un très mauvais système pour réagir à ça, par exemple, en utilisant des interprètes ad hoc qui peuvent venir de n'importe où ou des enjeux avec la confidentialité des patients, donc des défis par rapport à ça également. La satisfaction des patients est un domaine d'intérêt de longue date pour les chercheurs, mais ce n'est pas juste au sujet de la satisfaction.
Des recherches plus récentes montrent la confiance qu'un patient peut avoir dans un prodigueur de soins ou dans le système de santé global. Et je pense qu'on réfléchit davantage à ça pendant la pandémie au niveau des différences ethniques, hein, mais certainement quant au langage également, à la langue. Il faut comprendre ce qui se passe. C'est ça qui mène à la satisfaction. Et aussi, il faut mentionner que un obstacle linguistique mène souvent à un grand manquement dans l'évaluation, parce que s'ils ne sont pas compris dans l'évaluation des activités. Plus récemment, on a fait attention à la satisfaction des prodigueurs de soins. Et je pense qu'il y a un dédoublement là peut-être, mais les chercheurs ont identifié que les nombres d'impacts sur l'expérience du prodigueur de soins, encore là, donc c'est pas juste la satisfaction, mais le risque perçu par le patient et le leur, la confiance du diagnostic. Il y a des préoccupations de pratiques illégales et aussi l'apprentissage des étudiants en soins infirmiers, par exemple, que souvent, malgré qu'ils trouvent qu'il y a un impact au niveau de leur apprentissage. Et en dépit de cette conscientisation, généralement, il n'y a pas tant de preuves à l'effet qu'il y ait des actions requises pour une offre active ou pour avoir des interprètes. Donc, il y a un fossé entre l'action et l'offre. La commission conjointe US ou américain a dit que la communication, c'était un prérequis aux soins sécuritaires et qu'une mauvaise communication était une cause à la racine d'événements sentinelles. Donc, c'est certainement certain qu'on a fait de la recherche sur les obstacles. Donc, si on regarde les événements négatifs, donc c'est certain qu'il y a un plus grand risque d'en avoir. La sécurité pour les médicaments, plusieurs études, analyses, plus particulièrement les erreurs de patients qu'on libère de l'hôpital et puis qu'ils arrivent à la maison avec l'ordonnance du médecin. Donc, il y a de la preuve, beaucoup de preuves sur des erreurs de patients parce qu'ils ne savent pas lire l'ordonnance. Et à un moment donné, j'organisais un programme, il y avait des éducateurs qui recevaient l'éducation qui agissaient comme à titre d'interprète dans le système de santé. Et en donnant une ordonnance, c'était basé sur une mauvaise compréhension en espagnol de constipation. Dans certains pays, ça veut dire constipation. Dans d'autres, ça veut dire qu'il y a de la congestion nasale. Mais il faut le savoir. Et c'était seulement lorsque les patients se rendaient à la pharmacie et revenaient avec une ordonnance pour des suppositoires. Ils disaient, voyons, des suppositoires, je suis supposée mettre ça dans mon nez pour une infection nasale. Et parfois, donc, ça montre des erreurs assez sérieuses basées sur une mauvaise compréhension des médicaments. Récemment, il y a eu nombre d'études qui utilisent de grandes bases de données administratives. On dit, OK, il y a nombre d'études qui montrent qu'il y a de la preuve probante sur l'impact sur l'accès, sur la qualité des soins, même sur la sécurité des patients. Mais est-ce que les gens sont en train de mourir? Et de façon générale, avec les études que l'on a faites jusqu'à date, il n'y a pas vraiment de preuves de risque accru. Et certaines montrent même peut-être une réduction de risque. Un exemple,
que je vous donnerai. Donc, vous avez Monsieur A qui parle un peu de français, un peu d'anglais, dépendant, mais pas suffisamment pour comprendre comment prendre son médicament anticoagulant. Alors, que nous dit la recherche? Ben, tout d'abord, ça suggérerait qu'il pourrait avoir un AVC puis aboutir à l'hôpital beaucoup plus probablement. Mais s'il a un AVC, il ne mourra probablement pas plus à l'hôpital que quelqu'un qui parle couramment avec des caractéristiques de maladies démographiques semblables. Donc, on se dirait peut-être, pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi est-ce qu'on trouve tous ces impacts sur tout sauf le risque de décéder? Et je crois que l'explication ou les explications peuvent être agglomérées en trois catégories. Il pourrait y avoir plus de risques de décès, mais voyons ce qui se passe. Il y en a des facteurs qui sont reliés à la recherche, la qualité des données, la section de la variable de langue, ou la variable linguistique, parce que souvenez-vous que ce que on essaie de voir, c'est s'il y a des obstacles linguistiques. Et je suis pas certaine s'il y a beaucoup de bases de données qui pistent à savoir s'il y a des interactions, indépendamment de la langue que vous parlez, mais est-ce qu'il y a un obstacle entre vous et vos prodigueurs de soins? Donc, on ne peut pas trouver de données qui disent, ah, cette personne identifie sa première langue comme étant le français ou l'anglais, mais ça ne vous dit pas s'il y a un soin qui a été donné dans une langue donnée. Et souvent, c'est difficile de contrôler pour les conditions. Par exemple, les immigrants sont plus jeunes et que ceux qui sont nés au Canada. Et comme j'ai déjà mentionné, certaines conditions sont plus sensibles à la communication. Donc, les soins de prévention sont plus sensibles aussi à la santé mentale. Et si j'ai un AVC, peut-être que je ne pourrais pas, même pas parler. La plupart des hôpitaux ont des bons protocoles de gestion d'AVC et peut-être que ça n'apparaîtrait pas autant en raison des genres de trucs qu'on mesure si on regarde les décès, la mortalité. Mais ce qui est plus positif, principalement, c'est un nombre d'études de recherche qui indiquent que lorsqu'il y a un obstacle linguistique, les prodigueurs de soins sont peut-être plus prudents. Et donc, il y a des études qui montrent de la preuve de séjours plus extensionnés et qui font plus de tests et plus d'examens. Et donc, il y a moins de confiance diagnostique. Et au niveau individuel, peut-être que ça va, mais ça a des implications importantes pour l'efficacité de la santé, surtout lorsqu'il y a de grandes pressions. Que conclure donc par rapport à ces barrières linguistiques? Eh bien, elles ont effectivement une incidence sur le recours au service, c'est-à-dire souvent des soins qui sont retardés. Donc, si une personne n'a pas la confiance nécessaire, comme Andrew l'a mentionné, pour gérer une situation donnée dans une langue seconde, il pourrait y avoir donc un retard dans le traitement et à ce moment-là, possiblement d'autres problèmes. Donc, par exemple, quelqu'un qui se retrouve aux urgences. J'ai mentionné déjà que dans certaines situations, les prestataires de soins font preuve de davantage de prudence, ce qui mène à une durée de séjour en hôpital plus longue et plus de tests. On a aussi un plus grand risque d'erreurs diagnostiques, donc plus de gens qui vont euh, magasiner, si on veut, leur médecin parce qu'ils étaient insatisfaits de l'interaction. On observe aussi des problèmes par rapport à l'adhérence du patient à un traitement.
Voici une diapo ici. Bon, c'est un schéma un peu complexe. Ce que je veux accomplir ici, parce que je travaille pour la Régie de la santé de Winnipeg, je voulais donc cartographier les coûts cachés par rapport à ces barrières linguistiques. Vous ne voyez peut-être pas toutes les petites notes, mais voilà, je voulais quand même vous présenter un schéma qui nous montre à quel point les barrières linguistiques à long terme peuvent augmenter les coûts en matière de soins de santé. Il s'agit donc d'un résumé sur 40 ans, presque sur la question. Maintenant, nous sommes à l'ère covidienne. Étant donné ce qu'on connaît déjà à propos des barrières linguistiques, qu'est-ce qu'on aurait pu euh, prédire dans un contexte de pandémie et qu'est-ce qui s'est avéré? Eh bien, comme ça a été le cas pour d'autres formes d'accès, formes de recherche, pardon, sur l'accès, la recherche s'est concentrée sur l'origine ethnique. Évidemment, on le sait, il y a davantage de cas de COVID chez les populations racisées. Il y a toutefois un changement positif, comme quoi les gens sont de plus en plus sensibilisés à cette intersectionnalité, c'est-à-dire peut-être qu'on est dans un emploi vulnérable, plus exposé à la COVID, peut-être qu'on utilise une langue minoritaire. Voilà, il y a plusieurs facteurs. Il y a en fait, quelques études qui font état de cette intersectionnalité. Malgré les limitations et les échecs pour arriver à démêler toutes ces répercussions sur l'accès aux soins, il est clair, il est manifeste que les barrières de langue ont une répercussion sur les soins covidiens et c'est un facteur de risque indépendant. Plusieurs études ont démontré qu'il y a des risques liés donc à la barrière linguistique, même si on tient compte des facteurs, par exemple, socio-économiques, etc. Il semble que la barrière de langue vient exacerber d'autres facteurs de risque. Ça s'applique à la fois pour d'avoir accès à des soins, pour contracter la COVID tout court et aussi à la qualité des soins. Si l'infrastructure nécessaire n'est pas là, une conjoncture comme la pandémie peut être le point de bascule pour des gens qui, jusque-là, se débrouillaient relativement bien. Qu'est-ce qu'on voit dans la littérature là-dessus? Il s'agit de résultats préliminaires ici. Vous avez des références bibliographiques qui sont disponibles en ligne et je peux partager avec vous les résultats préliminaires. Alors, ce qu'on observe, il y a plusieurs éléments donc, qui sont concordants avec la littérature. Donc, les messages en santé publique, les actions de prévention, le dépistage, les services disponibles, tout ça comprend donc un accès moindre. Il s'agit donc de la barrière linguistique à titre de mésinterprétation. Donc, si on ne peut pas aller trouver l'information, par exemple,
au bureau, un bureau de Santé Canada ou quoi que ce soit. Et je l'observe. Je suis tuteur, moi, pour des immigrants, tuteur en anglais, et je passe beaucoup de temps à leur dire, n'écoutez pas les messages sur Facebook qui sont publiés par vos amis ou votre mère. Et effectivement, on l'observe que certains groupes avec barrières linguistiques se fient beaucoup plus aux réseaux sociaux. Un autre défi, étant donné que cette maladie est nouvelle et que la connaissance évolue très rapidement, ainsi que les recommandations, c'est difficile pour les gens qui développent des programmes et qui traduisent. Il y a donc cet écart temporel qui agit. On parle aussi du facteur d'isolement par rapport aux sources de soutien existantes, que ce soit un centre communautaire ou des proches, voire des interprètes formés. De nouveau, comme la littérature le montrait déjà, il y a des barrières, notamment pour le dépistage, pour les services spécialisés et pour les soins médicaux en continu. À présent, à l'ère covidienne, il y a d'autres complexités qui s'ajoutent. Le fait de prendre rendez-vous, d'avoir des consultations en ligne. On a vu qu'il y a moins de consultations en ligne s'il y a barrière linguistique. Il y a aussi des restrictions par rapport à une personne qui accompagne le patient ou pour l'accès aux interprètes. Un manque d'information ou mauvaise information pardon, sur le dépistage et des barrières aussi au traçage des contacts à proximité. On peut parler aussi des barrières lors de la consultation. Donc, l'aspect ici, qualité des soins. Donc, si on essaie de venir cerner, par exemple, une situation de délire, comme un autre conférencier l'a mentionné. Parfois, il y a donc un recours à des interprètes qui est remis en cause. Les protocoles par rapport au port du masque, ça a été donc difficile pour la communauté malentendante puisque une personne malentendante va souvent bénéficier du fait de voir la bouche de l'autre personne. Ça pose donc un défi supplémentaire aussi pour les gens qui ne parlent pas la langue dominante, puisqu'on lit à un certain point sur les lèvres. L'information, disons générale, est souvent fournie dans une langue. Pour ma mère, qui est dans un centre de soins de longue durée, les règles et les recommandations sont souvent fournies dans une langue seulement. Et qu'en est-il de la mortalité? La pandémie est toujours en cours et les projets de recherche ne sont pas terminés là-dessus. Jusqu'à maintenant, on ne voit pas de preuves comme quoi la mortalité est accrue une fois qu'on est hospitalisé. Il y a un taux de mortalité accru à cause du plus grand nombre de cas, mais donc pas jusqu'à maintenant un taux de décès plus élevé post-hospitalisation. Voici une représentation graphique de ces facteurs. Les barrières linguistiques font souvent partie d'autres systèmes qui les transcendent. Donc, par exemple, une personne qui connaît une barrière linguistique, qui ne parle pas la langue dominante, peut déjà être dans une situation, par exemple, de vulnérabilité par rapport au virus. Donc, la personne prendra moins de précautions parce qu'on est moins au fait des précautions à prendre. Des taux de vaccination plus faibles aussi.
Il y a une étude justement au Canada et aux États-Unis qui se penche sur le dépistage. Donc, on voit moins de dépistage lorsqu'il y a barrière linguistique et aussi un traçage des contacts de proximité qui est réduit. Donc, s'il y a barrière linguistique, vous avez une plus grande susceptibilité ou probabilité de vous retrouver à l'hôpital. On observe aussi que le diagnostic est souvent posé plus tard et cela entraîne donc d'autres répercussions également. Quelles sont les observations, donc les constats? Taux de dépistage moindre, plus grande incidence de cas positifs, même lorsqu'on tient compte des caractéristiques socio-économiques, origine ethnique, etc. Moindre participation à des consultations en télésanté, moindre taux de vaccination également. Et donc, il y a plusieurs répercussions sur la qualité des soins. Je dois voilà, passer à la prochaine diapo. Je voulais dire quelques mots par rapport aux solutions à ces barrières linguistiques. Il y a deux grandes lignes. Premièrement, augmenter la proportion de consultations en langue commune. Donc, lorsque le prestataire et le bénéficiaire de soins parlent la même langue. La deuxième ligne de solution est donc de recourir à des services d'interprètes. Si on augmente donc la proportion de consultations dans une même langue, on pourra par exemple référer un patient à un prestataire donné qui parle la même langue, si c'est faisable. Évidemment, ce n'est pas possible dans l'ensemble du pays et pour l'ensemble des langues en question. Nous avons couvert déjà des exemples où on veut former des prestataires de soins dans certaines langues. C'est très bien, c'est pertinent, c'est aidant, mais c'est un énorme investissement de temps et d'énergie et ça ne couvre pas l'ensemble des cas. Deuxième sphère d'action possible, le recours à des services d'interprétariat. Donc, on peut recourir à des interprètes formés qui respectent la confidentialité. C'est un excellent deuxième choix. Par contre, ce qui fonctionne moins bien, c'est de recourir à des interprètes ponctuels, donc peut-être un membre de la famille ou quelqu'un qui se trouvait là, peut-être un membre du personnel de l'hôpital. Il y a des projets de recherche par rapport aux risques liés à cela. Donc, on analyse des transcriptions des consultations et on relève beaucoup d'erreurs et d'omissions et d'ajouts lorsqu'on utilise des interprètes donc, ponctuels non formés. On peut parler aussi des applications, des logiciels de traduction. Il y a quelque temps, je vous aurais dit non, c'est absolument pas une solution, mais je suis obligée maintenant d'y mettre un point d'interrogation. Il y a des développements là-dessus, mais certainement, ça peut être dangereux. Si on parle de soins donc de routine, il pourrait y avoir un rôle, mais voilà, il faut s'y pencher, faire de la recherche là-dessus. J'aime bien rendre les choses très concrètes. Hein. Qu'est-ce que ça change tout ça à notre vie? Qu'est-ce que ça veut dire? So people who are in a position to make funding Les decisions. gens qui sont les décideurs, pardon. Voici, je m'adresse à vous en premier. The first thing is to remember that hidden costs still cost. Alors, premièrement, sachez que les coûts cachés sont des coûts bien réels. Les gens parfois me disent non, non, bon, c'est important, oui, d'avoir un accès dans ta langue, mais ça coûte trop cher.
Eh bien, savez-vous quoi? Vous payez déjà pour ça, mais c'est un coût caché. Lorsqu'on fait un test supplémentaire, on ne dit pas: «Ah, voilà un coût lié à la barrière linguistique», n'est-ce pas? Il n'est pas, libellé ainsi. Quand on fait plusieurs évaluations parce que le premier n'était pas concluant, heu, voilà, c'est aussi un coût caché. Treated language Autre access. point, c'est que depuis trop longtemps, on traite l'accès linguistique comme quelque chose de superflu. C'est quelque chose que l'on peut faire si on a les ressources. Non, c'est une composante essentielle de la gestion des risques en matière de soins. Lorsque je travaillais pour l'Office régional de la santé de Winnipeg, l'un des outils que l'on utilisait, c'est celui-ci. Donc, on voulait intégrer cet aspect de sensibilisation par rapport aux barrières linguistiques. Il s'agit d'un cadre, donc, de gestion des risques intégrés. Ce qu'on a découvert, c'est qu'environ un tiers des risques donc haut niveau étaient affectés par les barrières linguistiques. Et 26 des 31 risques côté du patient étaient affectés également par des barrières linguistiques. Donc non, ce n'est pas un bonus, c'est une nécessité. I'd like to leave you with is that we Une need autre leçon avec laquelle je veux vous laisser, c'est le cadre en matière de politique. Parfois, oui, on appelle un interprète, parfois pas. Il doit y avoir des politiques claires, des normes à suivre. La COVID nous a enseigné quelque chose. La technologie peut nous aider, n'est-ce pas? On est ici à distance. Je n'ai pas eu besoin de me rendre à Montréal. Il y a donc un grand potentiel de la technologie ici pour mettre en lien les bénéficiaires et les prestataires de soins de santé qui parlent la même langue. Il y a beaucoup ici de potentiel. Je ne parle pas ici de technologies comme Google Translate ou Google Traduction, mais je parle de technologies comme Zoom qu'on utilise en ce moment. Si on veut planifier, il faut tenir en compte l'ensemble de ces éléments. Il y a des organismes, par exemple, pour les services autochtones, qui vont mettre sur pied des services en langue autochtone, etc. Mais il faut, voilà, avoir une réponse bien coordonnée. C'est difficile parce qu'il y a différents droits, différents ministères, différents porte-paroles pour certains aspects. Mais les effets sont similaires. Donc, il faut avoir une stratégie qui s'applique à l'ensemble des groupes et sous-groupes. Du côté des prestataires de soins de santé maintenant, quelques constats. Vous jouez un rôle extrêmement important. Si, donc, pardon, vous avez la possibilité d'aller chercher des interprètes, d'aller sélectionner un interprète formé, approprié. Vous pouvez aussi être davantage au fait de certaines fausses idées ou idées préconçues. Comme quoi, par exemple, là, on n'a pas vraiment besoin d'un interprète. Le patient se débrouille. On a parlé de la météo, ça s'est bien passé. Non, parfois, c'est même plus risqué si quelqu'un parle un peu français ou un peu anglais par rapport à une personne qui ne parle pas du tout. Parce que si la personne ne parle pas du tout, on sait qu'on a besoin d'aide. Mais s'il y a un peu de communication, alors il devient flou de savoir à quel point le patient comprend ou pas. On veut se concentrer aussi sur les barrières linguistiques en situation d'urgence.
Il ne faut pas se dire, ah oui, je peux évaluer donc la maîtrise de la langue facilement, ça va. Il y a aussi une mise en garde à faire par rapport à une fausse maîtrise linguistique, si on veut. Moi, j'ai quelques connaissances en français, en espagnol, et on apprend les mots qui nous sont les plus difficiles. Je n'aime pas donc euh, traduire vers l'espagnol, ça ne fonctionnera pas. Donc, il s'agit d'un véritable risque, cette fausse compétence linguistique. Il faut y prêter attention. C'est tellement crucial. Même les gens qui sont parfaitement bilingues, s'ils sont stressés, s'ils sont souffrants, ça peut devenir corsé. Il y a de plus en plus d'études qui montrent les effets du recours à une deuxième langue et à la rétention de cette deuxième langue par rapport au vieillissement. On l'a entendu il y a 25 ans au Manitoba et bon, Madame une telle qui parle bien anglais, mais elle ne parle plus anglais maintenant parce qu'elle a vieilli. Et on atteint un certain point où la communication n'est plus possible. Maintenant, message à l'intention des chercheurs. Il est absolument crucial de bien comprendre les concepts clés. Je l'ai mentionné, c'est ce qu'on veut mesurer sont les interactions en même langue ou pas. On doit être bien au fait des limitations des bases de données avec lesquelles on travaille. Il faut être alerte par rapport aux barrières de langue et à ces liens avec d'autres facteurs de risque. Il faut pouvoir les distinguer mieux que ce qu'on fait maintenant. Et comme je l'ai dit, donc, être bien au fait des limites que nous offrent les données. Je pense que ça a été mentionné, mais je vais le répéter. On veut s'assurer que l'équipe de recherche comporte une variété de compétences et de connaissances, incluant l'apport donc des patients. On veut savoir pas seulement quels sont les chiffres, mais quelle est l'expérience vécue des gens. Je pense qu'on est de plus en plus sensibilisé par rapport aux incidences de l'exclusion. La COVID nous a aidés, je pense, à cette prise de conscience. Je pense qu'on doit concevoir nos travaux de recherche et d'évaluation de manière à être incluant donc, inclusif par rapport aux minorités linguistiques. Je suis très heureuse de voir que l'accès linguistique est de plus en plus une question discutée. Auparavant, ça tombait un peu sous l'égide de la sensibilité culturelle ou de la compétence culturelle, mais il s'agit vraiment d'un enjeu d'équité. Andrew l'a mentionné tout à l'heure. Il y a la culture, il y a la langue. Ce sont deux sphères qui interagissent, mais qui sont distinctes. Si on ne fournit pas ici un accès linguistique approprié, c'est une question d'équité, rien de moins. Et c'est lié directement à des problématiques d'accès, de qualité, de sécurité, de gestion de risque. Voici quelques ressources à présent. Ce sont des rapports qui
font état de certains des constats que je vous ai transmis. Mes constats donc sont basés sur certains de ces travaux. Je veux bien sûr mettre en lumière la recherche que d'autres ont fait. Votre dialogue. Je peux prendre quelques questions. Excellent. Thank you so much. This was a very informative presentation. Merci beaucoup. Très riche présentation. Ça vient donc ici toucher à plusieurs aspects. J'aimerais demander à Juan Carlos Sherwin, peut-être, je ne suis pas certaine de la prononciation. Donc, je pense que le commentaire est très pertinent et ça vient un peu récapituler comment les choses se passent pour un patient qui serait en situation qui ne parle pas donc la langue dominante. Pourriez-vous nous parler un peu de votre commentaire? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui, premièrement, merci, Madame Bowen, pour cette présentation. Je suis très d'accord avec les constats. Je suis médecin de famille. Je travaille dans un CLSC. Je suis, ou ma clinique plutôt est située à Parc Extension. L'une des langues parlées est le Punjabi, une langue donc qui est parlée en Inde. Et au sein de notre CLSC, nous avons heureusement des interprètes. Le service est couvert depuis longtemps. J'espère que ça va continuer d'être le cas. Et j'ai écrit dans le clavardage un scénario que je vois assez régulièrement pour les patients donc, qui ne parlent ni anglais ni français. Donc, on a besoin ici de soins en urgence. Typiquement, on demande aux gens d'appeler le 811. Et déjà, pour ça, c'est nécessaire de parler français ou anglais. Donc, à ce moment-là, il y a peut-être un proche, un ami qui va venir les aider. Et parfois, cette personne va demander des frais, va demander d'être payée donc, pour leur service. Donc, on appelle et la personne se fait dire, bon, vous devez aller dans une clinique sans rendez-vous. Donc, l'interprète, entre guillemets, va aider la personne à trouver une clinique sans rendez-vous, tout ça. Et encore une fois, il faut prendre rendez-vous pour voir si cette journée ou le lendemain, il y a un créneau disponible. Enfin, il y a un rendez-vous. La personne se rend à son rendez-vous, ce qui nécessite peut-être un moyen de transport. S'il n'y a pas de créneau disponible, alors la personne doit se présenter à la salle d'urgence. Et on sait que c'est difficile, surtout en période de COVID-19. Et ensuite, il y a beaucoup d'hôpitaux à Montréal qui n'ont pas de système pour aller chercher des interprètes. Donc, on se fie à des systèmes ponctuels. Donc, on appelle, on a un système intercom, on dit, bon, on a besoin d'un interprète mandarin à la salle d'urgence et voilà. Et ça reflète ce qui se passe pas seulement à Montréal, mais ailleurs au Canada. C'est une situation, j'espère, qui sera examinée davantage, mais bon, disons que l'interprète est utilisé à la salle d'urgence. Bon, le patient obtient son congé, mais il a besoin quand même d'aide pour aller à la pharmacie, pour la posologie de son traitement, par exemple, et autre chose. Donc, ce cycle est sans fin. Parce que la personne se dit, bon, moi, j'ai encore besoin de reconsulter plus tard. Et voilà, le cycle recommence. On appelle le 811 ou le 911, etc. C'est quelque chose que je vois presque tous les jours. À moins de sonder la patientèle, les gens qui utilisent les services, on ne saura jamais si on fait un bon travail ou pas parce qu'on n'a pas leur rétroaction. Effectivement, si on ne communique pas avec eux, on ne peut pas le savoir.
one of the most upsetting things of the Une example. des choses qui est la plus perturbante avec l'exemple que vous venez de donner clairement, c'est que c'est un modèle. C'est pas juste que c'est la population Punjabi à Montréal, c'est la norme à travers le Canada. Et à l'heure actuelle, c'est encore pire parce que ces soutiens informels sont souvent sortis du mélange en raison de toutes les restrictions sur les visiteurs dans plusieurs provinces. Vous avez dépeint un portrait vraiment très clair sur les impacts sur les prodigueurs de soins lorsqu'on essaie de faire de notre mieux pour le patient. Et le système ne vous soutient pas dans cet effort. Merci tant pour ces exemples et vos commentaires. Nous avons eu beaucoup de commentaires, il nous manque de temps. Je vais simplement conclure pour aujourd'hui, mais la plupart des commentaires sont qu'ils ont adoré la journée, peuvent attendre pour la conférence de demain. Donc, des vibrations vraiment très positives. Beaucoup de remerciements pour vos explications, vos présentations très pertinentes. Je vais conclure. Je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment le témoignage d'un cadre vraiment très actif de diversité en termes d'intervenants. Puis nous sommes tous engagés sur la documentation des pratiques exemplaires et des données probantes. Et même mon chat vient voir, est intéressé, comme vous pouvez voir. Donc, pour une première journée, je pense que tous les conférenciers ont excédé les attentes. Donc, on vous remercie tous, à tous les participants. On a vraiment eu beaucoup de participants, on est très ravis. Donc, on a hâte à demain aux présentations et on vous souhaite tous une très belle après-midi et soirée. Et une agréable soirée. Merci encore une fois. Au revoir.